La séance est suspendue, mais elle continue sur LCP. Merci de nous retrouver. Nous allons ensemble débriefer ces questions au gouvernement, largement consacrées à deux débats. D'abord l'euthanasie et puis l'exil fiscal. Sur ce plateau, deux invités, la députée socialiste Axelle Lemaire et le député RUMP Lionel Tardy. Question d'actu, la suite, générique. Et un grand merci d'être sur le plateau de la suite de questions d'actu. Juste avant de parler des thèmes du jour, l'euthanasie, l'exil fiscal, un mot peut-être, Lionel Tardy. On a vu qu'il y avait un accord à l'UMP entre Jean-François Copé et François Fillon. Tout le monde a salué cet accord après un mois de guérilla interne. Ce matin, devant le groupe, votre groupe Rassemblement UMP, François Fillon n'a pas, il a dit pourquoi pas être candidat au mois de septembre dernier. Il avait dit qu'il ne le serait pas, Est-ce que vous souhaitez que François Fillon soit candidat en septembre 2013? On verra si les conditions sont réunies. Aucun des deux candidats n'a confirmé qui serait un nouveau candidat, que ce soit Jean-François Copé ou François Fillon. Donc on en discutera tranquillement. L'idée déjà, c'est d'aller vers cet accord, c'est de faire disparaître le Rassemblement UMP d'ici la reprise de la session parlementaire le 15 janvier. Oui. Et après, on verra ce qui se passera. Est-ce que le mieux, ça ne serait pas que les deux rivaux ne soient pas candidats? Au moins, ça mettrait de la clarté. Ça peut être une bonne solution. Pourquoi pas? De toute façon, cette élection sera ouverte à d'autres candidats, puisqu'on va revoir également les statuts. Vous serez candidat? Non, moi, je ne serai pas candidat, je vous rassure. Donc, les statuts vont être revus et donc les candidatures devront être déposées pour le 14 juillet avec une élection aux alentours du 15 septembre. Donc voilà, à peu près 9 mois, donc on va attendre tranquillement et on va voir ce qui va se passer ce printemps. Merci beaucoup. Allez-y si vous voulez, mais en général, les socialistes ne veulent pas trop réagir sur l'UMP. Très rapidement, allez-y. Écoutez, moi je suis ravie qu'on ait enfin une opposition crédible. Vous en faites pas. J'habite et c'est bon pour la démocratie, vous me disiez avant l'antenne. C'est bon pour la démocratie, j'habite en Angleterre et je trouve que là-bas, l'opposition est structurée, audible. Donc par contre, j'émets quelques doutes sur la tranquillité qui va suivre. N'en faites pas. On verra cela, on suivra bien évidemment ça sur LCP. On va passer aux deux sujets de fond. D'abord, l'euthanasie après la remise du rapport du professeur Sicard à François Hollande. Ce matin, c'était à l'Élysée. Marisol Touraine, cet après-midi, s'est exprimée sur ce sujet dans l'hémicycle. Elle parle d'amélioration pour les soins palliatifs. On l'écoute et on débat juste après. Plusieurs constats ont été réalisés par le professeur Sicard et la mission. Le premier, c'est que les soins palliatifs sont aujourd'hui insuffisamment développés et que la fin de vie apparaît excessivement médicalisée. À cette fin, avant le mois de mai, avec ma collègue Geneviève Fioraso, nous présenterons des propositions pour l'amélioration de la prise en charge palliative des personnes en fin de vie. Et avant de vous laisser débattre, on va écouter la députée écologiste qui a posé la question à Marisol Touraine. Bonjour Fernand, vous êtes en direct de la salle des 4 colonnes à l'Assemblée aux côtés de la députée Véronique Massonneau. Alors la réponse que vient de nous faire la ministre vous satisfait-elle? On va réfléchir pour améliorer ce qui se passe dans les soins palliatifs. Est-ce que ça va assez loin? Vous demandez cela ou beaucoup plus? En fait, sa réponse est intéressante mais pas suffisante pour moi. En tout cas, le groupe écologiste, lui, voudrait qu'on aille beaucoup plus loin dans le texte de loi qui, normalement, devait voir le jour au mois de juin. Nous aimerions qu'il y ait une notion d'euthanasie active et de suicide assisté. Évidemment, les soins palliatifs sont très très importants aussi dans ce texte de loi. Il faudrait développer les services dans chaque hôpital, mais il n'y a pas que ça, il faut donner le choix aux gens, soit d'aller en soins palliatifs, soit de mourir dans la dignité. Ce sont ce que les associations en fait défendent depuis très longtemps, et c'est cette partie-là, moi, que je voudrais défendre bec et ongle. Alors, on vous a bien entendu, enfin, je vous ai bien entendu tout à l'heure. J'ai cru comprendre que votre père et votre mère, vous les aviez accompagnés dans le sens de ce que vous souhaitez, parce qu'ils étaient en Belgique, ça n'était pas la loi française, et ça a satisfait tout le monde, et vos parents qui le demandaient, et les enfants? Écoutez, oui, je peux en parler, évidemment. C'est un sujet qui me touche énormément, c'est pour ça que je le défends aujourd'hui. Nous avons eu la possibilité de faire, entre guillemets, un conseil de famille, de pouvoir en discuter avec nos parents. Nos parents ont pris la décision, l'un, de ne pas avoir de réanimation, l'autre de mourir dans la dignité, voilà, au moment où de toute façon il n'y avait plus de traitement. Et nous avons vécu, entre guillemets, la mort de nos parents avec beaucoup de sérénité, sans devoir prendre de décision. C'est eux qui l'avaient prise en leur âme et conscience, et c'est ça que nous voulons défendre. C'est le choix de la personne, avant tout. Le débat est très actif, en tout cas en France.
de nombreuses familles se posent des questions, en particulier pour des proches qui sont en soins palliatifs, qui souffrent d'un cancer en phase terminale ou autre chose. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver enfin à supprimer en quelque sorte les clivages philosophiques entre les uns et les autres pour obtenir finalement ce que vous souhaitez? Vous l'avez dit, moi je viens d'un pays qui, en tout cas sur les sujets de société, a déjà tranché sur plusieurs. Il n'y a pas que celui-là, il y a aussi le mariage pour tous et le vote des étrangers. Je trouve que la France est particulièrement réticente à avancer sur ces sujets-là. En tout cas, moi je vais le défendre, mais à fond, je l'ai vraiment vécu et je voudrais que les autres puissent le vivre de la même façon. Après, vous allez voir, les débats vont être houleux, je pense, parce que ce sont des postures aussi qui vont être défendues. Moi, je défendrai en tout cas la possibilité pour tous de choisir sa mort. Merci Véronique Massonneau. À vous Thomas Soulier. Merci beaucoup Fernand. Et voilà un témoignage plutôt émouvant d'une députée écologiste sur ce sujet. On le voit, ce rapport Sicard balaie d'un revers de main l'euthanasie active. Les écolos veulent qu'il soit inscrit à l'ordre du jour et dans ce texte-là. Est-ce que vous pensez que ce rapport ne va pas assez loin ? Je pense que c'est trop tôt pour le dire. D'abord, s'il y a une loi, elle ne sera pas dictée par ce rapport. Je trouve ça très important qu'on ait le débat, qu'on parle d'euthanasie, parce que le mot est assez tabou dans la société française, alors même que ça concerne tout le monde et qu'il y a beaucoup de situations clandestines dans lesquelles des médecins, des proches aident des malades en phase terminale l'euthanasie active, à mourir. Vous voulez ce mot-là dans le projet de loi, Moi, euthanasie active ? je suis contre l'idée de suicide assisté, c'est-à-dire que je crois que la fin de vie doit continuer à être encadrée. Il faut peut-être revenir sur les conditions de cet encadrement. Le débat est lancé et justement, enfin, c'est bien que les délais qui sont annoncés seront longs parce qu'on pourra véritablement traiter de la question en profondeur. Le projet de loi sera examiné ici même à l'Assemblée, ce sera au mois de juin. Il est interdit. Est-ce que ce rapport va assez loin pour vous? Est-ce qu'il faut faire un pas de plus vers l'euthanasie active? Il vient de sortir. On a entendu beaucoup de choses dans les médias. Personnellement, je ne l'ai pas encore en possession. Bon, je crois que ce qui a été dit, c'est au mois de juin l'année prochaine. Voilà, donc on a le temps de se retourner. 6 mois de débat, sujet de société, encore une fois, important, hein, comme d'autres. Le mariage pour tous au mois de janvier, le droit de vote des étrangers, c'est des sujets de société. Pendant ce temps-là, fin d'année, les Français, ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir d'achat, c'est les comptes publics, c'est la croissance en berne, et puis c'est l'emploi, 1000 suppressions d'emplois par jour. Bon, je crois que là, sur la fin d'année, le sujet, c'est ça. C'est un sujet qu'on va aborder au mois de juin. On aura le temps 10 fois, 20 fois de s'exprimer sur le sujet. Personnellement, l'euthanasie active, est-ce que vous êtes pour ou contre? Écoutez, je ne suis pas un spécialiste du sujet. Moi, je sais que la loi Leonetti, donc sur la fin de vie, elle est déjà relativement loin. Écoutez, je suis à la Commission des affaires économiques, je vais prendre connaissance de ce rapport, je vais m'en imprégner et d'ici le mois de juin, je verrai un petit peu ce qu'il en est. Mais encore une fois, il faut bien voir les priorités. Voilà. Un rapport présenté qui ne débouchera pas forcément sur le texte de loi. Il servira de support. On verra ce que le gouvernement va proposer effectivement. Aujourd'hui, on n'a pas encore les lignes du projet de loi. Donc je pense qu'on a l'occasion d'y revenir. Et dans son programme de campagne, c'est l'engagement numéro 21 de François Hollande. Il parlait d'assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. Je vous rappelle, juste avant de vous redonner la parole, que cette émission est totalement interactive. Réagissez avec le hashtag QDA sur Twitter, avec ce premier tweet de Clément Clamaquin. Suicide assisté, euthanasie, vous parliez des mots, Axel Lemaire, des termes barbares pour évoquer la fin de vie. On le voit, il y a parfois un peu d'hypocrisie sur ce sujet. Il y a un sondage IFOP fin octobre, 89% des Français sont plutôt pour l'euthanasie active. Est-ce que les députés sont en retard par rapport à l'opinion publique? Non, je pense qu'il y a une conscience assez claire qu'il faut traiter ce sujet qui est un véritable sujet de société. Alors certes, un sujet de société, mais c'est pas moins important ou plus important que les sujets économiques. Je trouve qu'il ne faut pas opposer les priorités. Non, c'est une question de délai, c'est une question de délai, c'est tout. Alors après, la vraie question, c'est comment s'assurer que les gens puissent mourir dans la dignité et dans l'égalité. Parce qu'à partir du moment où les dérives sont possibles, où il y a une marchandisation de la mort, où il faut avoir de l'argent pour mourir comme on l'entend, il y a un véritable problème et les responsables politiques doivent le regarder en face. Merci beaucoup à vous deux sur ce sujet. On va passer au deuxième thème, c'est l'exil fiscal. Vous connaissez très bien le sujet. Vous êtes député de 10 pays qu'on appelle l'Europe du Nord. Alors, vous connaissez parfaitement cette thématique-là. On parle bien évidemment en ce moment de l'affaire Depardieu. On va d'abord écouter Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget, qui accuse le bilan de la droite sur ce thème-là des exilés fiscaux. On l'écoute. Entre 2003 et 2006, le nombre d'exilés fiscaux est passé de 368 à 843 et pourtant, me semble-t-il, dans cette mandature, vous n'avez pas été, vous, à l'UMP, en arrière de la main pour baisser les impôts. Et pourtant, le nombre de départs pour raison fiscale a été multiplié par 2,5.
Entre 2007 et 2012, pour prendre une période plus récente, vous avez voté et longtemps défendu le bouclier fiscal en espérant voir revenir certains qui s'étaient expatriés vers des cieux plus fiscalement cléments. Eh bien, il se trouve qu'aucun retour substantiel n'a été observé. Et les députés dans l'hémicycle réagissent via leur smartphone à ces questions au gouvernement. La preuve avec 2 députés. D'abord, Gérald Darmanin, qui est député UMP du Nord. Que Jérôme Cahuzac fasse la réponse sur l'exil fiscal de Depardieu, ce n'est pas très sympa de la part des petits collègues, en référence au compte en Suisse présumé de Jérôme Cahuzac, lui dément bien évidemment. Et puis Arnaud Leroy, député des Français de l'étranger, il est socialiste comme vous, Axel Lemaire. L'ancien secrétaire général de l'UMP défend son ancien militant Depardieu, c'est QFD. Quel comeback pour Devedjian. Il parle bien évidemment de Patrick Devedjian qui a posé la question à Jérôme Cahuzac sur ce thème-là. Alors, une interdit, vous l'avez entendu le ministre, c'était pire sous la droite, dit-il. Non mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est quand on légifère, c'est comment faire pour ne pas légiférer franco-français. On le voit sur ces sujets-là. On a eu le cas dans la précédente législature avec des textes comme la loi Hadopi, d'autres textes. C'est comment on fait pour mettre en place des mesures qui soient réellement applicables en France. La question, c'est ça. Sur ces sujets-là, on voit bien que c'est au moins au niveau européen où il faut opérer. On parle là de Depardieu, on pourrait parler de Google. Vous connaissez bien l'Irlande, ça fait partie de votre circonscription, avec tous les problèmes de taxation de ces sociétés. Bon, il y a un tas de rapports, le rapport Lescure et d'autres qui vont essayer de trouver des voies pour trouver un moyen de taxer ces entreprises, entre autres, parce que le gros problème est au niveau des entreprises. Le problème, c'est à chaque fois comment faire en sorte que ça ne soit pas contournable. Et souvent, on est face à un mur. Et là, je pense que sur certaines de ces mesures-là, c'est au niveau européen au moins que les solutions doivent être trouvées. Au-delà du cas de Depardieu, il y a eu un article important ce matin dans le Figaro. 500 Français seraient en attente d'une naturalisation belge. C'est plus 15 à 20% depuis la rentrée par rapport à la rentrée 2011. Est-ce que la politique du gouvernement actuel pousse les gens les plus aisés et riches à partir ? Alors, je n'ai pas vu ces statistiques. Jérôme Cahuzac a eu raison de rappeler que l'exil fiscal a continué et a augmenté sous le dernier gouvernement de droite. Maintenant, tout ça, je trouve que c'est assez indécent. Alors, c'est vrai que la réponse, ça devrait être l'Europe, mais quand on voit que le ministre belge des Affaires étrangères appelle les Français à quitter le territoire, on se dit bien qu'il faut quand même essayer de ne pas rester passif face à la crise économique, au chômage et à l'accroissement des inégalités. Alors, quelque chose que me disent très souvent les étrangers lorsqu'ils visitent la France, ils sont frappés de constater que chaque petit village a son cimetière et son monument aux morts. Et la nationalité française, c'est ça. La patrie française, c'est ça. Aujourd'hui, des gens sont prêts à abandonner leur nationalité pour fuir l'impôt. Je pense qu'il y a une dilution du sens de la nation qui est très grave. On va revenir sur le cas de Depardieu. On va tout de suite écouter Patrick Devedjian. Il est jeune député, si je puis me permettre. Il a été réélu dimanche dans les Hauts-de-Seine et il a posé la question au gouvernement cet après-midi, Fernand. Effectivement, alors d'abord extrêmement bien accueilli évidemment par le groupe UMP avec un très beau score, 60%, c'est parfait. Votre première question sur l'affaire dite de célèbre acteur français, le célèbre Depardieu, vous avez entendu ce qu'a dit Jérôme Cahuzac. Bon, le problème des exilés fiscaux, ça n'est pas d'aujourd'hui. Naturellement, sauf qu'aujourd'hui ça s'est aggravé et c'est pas bien de prendre un artiste qui porte haut les couleurs de la France comme bouc émissaire des résultats d'une politique fiscale qui a des conséquences aggravantes. Des exilés fiscaux, il y en a toujours eu, il y en a un peu plus encore aujourd'hui, mais dans le même temps, dans les 6 derniers mois, le gouvernement a augmenté très fortement, rien de moins que 25 impôts. Et ça n'est pas fini malheureusement. Il ne faut pas s'étonner des conséquences. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que le pouvoir public belge invite les Français, les riches Français, à venir en Belgique pour profiter un peu mieux de la situation? Est-ce qu'il y a dans cette affaire un problème de riches et de pauvres que vous avez stigmatisé tout à l'heure dans votre question? Je vais vous dire, d'abord, l'Union européenne, elle est construite sur le principe de la libre circulation et de la libre installation. Vous avez aussi beaucoup de Belges qui se sont installés en France. La Belgique, comme artiste, nous a donné Jacques Brel. Ce n'est pas rien. Et vous avez beaucoup d'hommes d'entreprises, des financiers belges qui aussi ont investi en France. Donc, ce petit jeu de stigmatiser un pays, on a eu la même chose avec l'Angleterre d'ailleurs, de stigmatiser un pays plutôt qu'un autre, c'est pas un jeu très européen. La vraie question, c'est de savoir quand est-ce qu'on harmonisera les fiscalités en Europe
Et le jour où on les harmonisera, malheureusement, pour elle, la France devra baisser les siens, parce que nous avons les impôts les plus élevés d'Europe. Alors vous retrouvez l'opposition aujourd'hui, après une campagne particulièrement longue dans votre circonscription. Est-ce que vous pensez avoir du grain à moudre par rapport à la majorité présidentielle d'aujourd'hui ? Oui, bien sûr. D'abord, mon expérience, mon retour de terrain par rapport à ces élections partielles m'a montré combien la déception était grande, pas seulement dans l'électorat de l'opposition qui s'est mobilisé, mais surtout dans l'électorat de gauche qui s'est, lui, fortement démobilisé. Les électeurs de gauche attendaient beaucoup de choses de la part de ce gouvernement. Et que voit-il aujourd'hui? Une politique totalement illisible. Car le grand problème, c'est qu'on ne sait pas où on va. Merci Patrick Devedjian. À vous Thomas. Merci beaucoup Fernand pour bien expliquer aux téléspectateurs Gérard Depardieu qui veut rendre son passeport français et s'installer en Belgique, plus précisément à Néchin. Et après des propos de Jean-Marc Ayrault, c'était sur France 2, il avait qualifié cette situation de minable. Il a eu raison, Jean-Marc Ayrault? Je ne sais pas si c'est minable, mais en tout cas c'est grotesque. C'est grotesque qu'un acteur français, qui est un monument national dont les Français sont fiers, décide de faire ce geste violent qui est de rendre son passeport, de rendre sa carte de sécurité sociale, de quitter son pays. Jean-Marc Ayrault est Premier ministre. Le mot minable, vous parlez d'un acteur, ça vous a pas choqué? Moi, ce que je sais, c'est que cet acteur, il a bénéficié des subventions de l'État français en faveur du cinéma, de la culture, que les contribuables français ont payé des impôts pour aller voir Gérard Depardieu au cinéma, que Gérard Depardieu aujourd'hui ne serait pas Gérard Depardieu sans la France. Le mot minable, c'était un mot de trop pour vous? Oui, je crois que c'est ce qui a tout déclenché, puisque le fait de rendre son passeport, ça a été provoqué par cette expression du Premier ministre. Je crois que c'est. Il avait annoncé son. Il partait, mais il ne rendait pas son passeport. C'est l'aspect minable, comme il a dit. Ça a donné lieu à un communiqué de presse de la part de Gérard Depardieu. Je pense que ce n'était pas le rôle du ministre de s'exprimer de cette façon, du Premier ministre. Voilà, donc après, on a la polémique qu'on a actuellement, mais je pense que si le Premier ministre n'avait pas rallumé les choses, on en serait resté là. D'ailleurs, le président de la République a eu des propos beaucoup plus apaisants et je pense que ça allait dans le bon sens. Voilà, on ne peut pas traiter un électeur ou un Français de minable en fonction de ses choix. Je crois qu'il vote plus à droite qu'à gauche, un électeur, Lionel Hardy, Gérard Depardieu. On peut le dire à Noah et on peut le dire à d'autres. Il y a beaucoup de personnes à gauche à qui on pourrait aussi attribuer ça. Voilà. On va poursuivre le débat en élargissant un petit peu cette polémique-là, en parlant de la politique gouvernementale. Le sociétal ou l'économie, c'est le débat en ce moment. Eh bien, Michel Sapin a fixé le cap. C'est l'emploi et encore l'emploi. Écoutez-le. Les préoccupations des Français, et c'est le cap du gouvernement. C'est l'emploi, l'emploi, l'emploi. La bataille pour l'emploi, la bataille contre le chômage, c'est le seul sujet qui préoccupe vos concitoyens, comme il nous préoccupe ici au gouvernement et dans l'ensemble de la majorité. Et c'est la raison pour laquelle les emplois d'avenir ont été décidés largement par un grand nombre de députés, y compris sur vos rangs, monsieur le député, pour donner une réponse pertinente aux jeunes qui sont à la fois éloignés de l'emploi et éloignés de la formation. Axel Lemaire, il y a eu un appel, c'était hier, de 15 élus socialistes qui décrétaient l'état d'urgence pour l'emploi. Ils disaient les réformes sociétales, c'est bien, mais les réformes économiques, c'est mieux. Vous êtes d'accord avec cet appel lancé au président de la République? Sur le fond, l'état d'urgence pour l'emploi, en particulier pour les jeunes, quand on sait que quasiment un jeune sur 4 est au chômage, bien sûr que je suis d'accord. Sur la méthode qui consiste à opposer le sociétal et l'économique, non. D'abord parce qu'on a fait pour l'économique, pour le social et pour le pouvoir d'achat des Français, et qu'on continue le contrat de génération, c'est quand même une mesure phare du programme présidentiel qui consiste à regarder le marché d'emploi comme une photographie, à voir qu'aux extrêmes, les jeunes d'un côté, les seniors de l'autre sont écartés et qu'il faut, plutôt que d'opposer ces catégories, les mettre ensemble pour créer d'un côté 500 000 emplois et pour en préserver 500 000 de l'autre. Donc c'est très inventif et ça donne priorité à l'emploi. Et en période de crise économique, il est interdit, est-ce qu'il faut délaisser les réformes sociétales ou les retarder? Non, moi je pense qu'il y a un calendrier, mais il ne faut pas que ça cache le reste. On a l'impression qu'aujourd'hui ça cache le reste. Moi je dirais le programme, c'est pas emploi, c'est impôt. Depuis qu'on a été élu au mois de juin, on a les PLFR qui se succèdent, le PLF qui est arrivé, PLFSS, 33 milliards d'impôts nouveaux. Mais pourquoi? C'est le budget du PLF. Attendez, 33 milliards d'impôts nouveaux, double peine sur la donation-cession pour en parler au niveau des entreprises. Quand maintenant un chef d'entreprise veut transmettre à ses enfants, on a complètement cassé la mécanique. Pourtant, ça génère de l'emploi et ça permet d'éviter des délocalisations. Taxation des heures sup. Et puis alors, je vous prends la dernière perle, puisque c'est ma commission, sur le projet de loi de finances 2012 pour dire la complète
le complet amateurisme de ce gouvernement. PLFR 2012, 52 amendements gouvernementaux qui ont été déposés en séance en première lecture. C'est scandaleux. Augmentation de la TVA en 2014, le crédit impôt compétitivité emploi, 10 milliards non financés. Résultat, rejet du texte au Sénat, rejet en CMP, on doit réexaminer le texte. Ça a été quasiment comme ça tout le long pour tous les textes qui concernent l'économie. On a aussi la tarification progressive de l'énergie, le texte a été rejeté. Le texte logement, rejeté par le Conseil constitutionnel. Honnêtement, ça fait pas très sérieux. Dans le domaine économique, c'est pas très sérieux. Non, mais c'est pas très sérieux. Alors là aussi, il y a deux choses, le fond et la forme. Sur le fond, c'est quand même gonflé de la part de la droite de nous donner des leçons d'un côté de responsabilité budgétaire et de l'autre, quand on lutte contre les déficits publics, ce que la droite n'a pas fait pendant 10 ans. Une dette publique qui a été multipliée par 2. On a hérité d'une situation catastrophique. Non, d'abord, c'est pas vrai que rien n'est fait sur la dépense. Il y a 10 milliards d'économies qui vont être durement sentis. Et donc, à partir du moment où on a la responsabilité, le courage politique d'augmenter les impôts pour lutter contre les déficits, je pense que ça devrait être salué. Sur la méthode, pourquoi il y a des amendements qui sont présentés par le gouvernement, mais parce que le gouvernement discute avec les députés. Et ce matin, il y a un conseil interministériel sur ce sujet. Les textes sont pas prêts. On est obligé d'arrêter les travaux dans l'hémicycle pour retourner en commission. C'est du jamais vu. Je peux vous dire, je suis élu depuis 2007. On n'a jamais vu ça sur des textes de loi. Avec un rapporteur général du budget qui doit défendre des amendements gouvernementaux qui découvre par Bercy, qui lui sont donnés au dernier moment et on est obligé de suspendre la séance. C'est du jamais vu. Quand vous dites qu'il faut réduire la dépense, je suis désolé, 500 000 emplois d'avenir, c'est peut-être bien, mais c'est une charge supplémentaire. 48 000 professeurs en plus. Mais nous, on propose l'apprentissage. On a mis en place un système pour mettre 800 000 jeunes en apprentissage. Aujourd'hui, plus personne n'en parle. On leur disait à 14 ans, vous n'avez plus droit à l'école. Le débat ce matin, Jean-Marc Ayrault s'est exprimé sur la modernisation de l'action publique. C'est la fameuse MAP. Ça ressemble un petit peu à la RGPP de Nicolas Sarkozy. Le déficit public, 54,4% du PIB en 2015, 56,3% aujourd'hui. C'est une bonne chose, non, de réduire le déficit public? Oui, tout ce qui va dans ce sens-là. Écoutez, la RGPP, tout de suite on nous a dit ça ne sert plus à rien, on l'enlève. Je constate qu'à nouveau c'est transformé. La TVA, l'augmentation de la TVA, ça ne servait à rien. Je constate qu'elle est remise en place. Alors on la met au 1er janvier 2014 pour ménager les faits. Voilà, moi la RGPP, de toute façon, il faut qu'on y passe. Donc voilà, sous une autre forme, c'est la même chose qu'on avait souhaité mettre en place. Des chiffres ont été donnés, mais pas les mesures. Aucune décision concrète n'a été annoncée pour le moment. C'est le flou total pour l'instant, Axel Lemaire, sur où on va avoir l'argent, où on va réduire les déficits publics. Absolument pas. On est en train de discuter de la Ce matin, il n'y a aucune décision. C'est pas le flou total. Non, mais sur la MAP, sur la modernisation de l'action publique. Attention, sur la TVA, on n'est absolument pas Là, je vous parle de la MAP. Non, mais Monsieur Tardy parlait de la TVA. On n'est pas en train de mettre en place la TVA Sarkozy. On a très légèrement augmenté la TVA. De 19,6% à 20%. Mais moi, ce que je vois surtout... vous augmentez la TVA à taux réduit. Laissez-moi terminer. Ce que je vois surtout, de 7 à 10%. C'est qu'on diminue, qui ne marchait pas, qui était absolument peu efficace au plan économique. On réduit la TVA sur les produits de première nécessité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les produits d'alimentation, les produits d'énergie qui coûtent le plus cher aux familles les plus modestes vont bénéficier d'une baisse d'impôts. La TVA, attendez, le TVA réduit, vous pouvez prendre le projet de loi, la TVA à taux réduit, elle est augmentée. Non augmentée que le taux le plus élevé pour les produits notamment importés. Donc notamment tout ce qui est IFI, etc. Vous augmentez le taux réduit de la TVA. Vous augmentez le taux réduit, les tranches de taux réduit, vous les augmentez. Donc ça veut dire que les Français, quand ils vont acheter leur baguette de pain, combien? Et leur produit taux, 2% de plus. 5 à 7, voilà. Juste sur le taux de TVA, on passe de nos systèmes peut-être plus simples pour les Français, 5, 10, 20. Sur le bâtiment, la restauration, on passe de 7 à 10%. Avec quelles conséquences, Axel Lemaire? Pour ces restaurateurs qui se plaignent aujourd'hui, pour le bâtiment, qui disent on favorise le marché au noir aujourd'hui. Aucune étude d'impact. On revient sur une mesure sans aucune étude d'impact. C'est vrai ça ou pas? Des restaurateurs et des employeurs utilisent l'argument du marché noir. Donc, ils reconnaissent quand même qu'ils vont avoir recours à des emplois illégaux pour faire leur business. Moi, je trouve qu'on marche sur la tête. On va continuer à parler de la rigueur budgétaire avec quelqu'un qui n'est pas, on va dire, pro-rigueur budgétaire. C'est le moins qu'on puisse dire. François de Rugy est le co-président du groupe écologiste à l'Assemblée. Il est avec Fernand Tavares. Alors, vous avez entendu Michel Sapin tout à l'heure dire la politique du gouvernement, c'est l'emploi, l'emploi, l'emploi. Est-ce que les mesures prises il y a quelques semaines vont dans le bon sens? Est-ce que ça va assez vite? Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que les écologistes ont d'autres propositions? Et je crois que les choses s'emboîtent. Il y a eu le redressement des finances publiques, juillet, octobre. Il y a eu les emplois d'avenir.
mesure d'urgence pour faire face au chômage des jeunes. Il y a les contrats de génération dont on parle maintenant. Deuxième mesure d'urgence, le chômage des seniors. Il y a le pacte de compétitivité. Il y aura un étage supplémentaire de la fusée, c'est la négociation. Et moi, j'attends beaucoup de la négociation sociale, que suit de très près évidemment Michel Sapin, entre les partenaires sociaux, parce que la compétitivité dans les entreprises, la défense des emplois dans les entreprises, elle se jouera là aussi. Et nous, on rajoute, ça ne vous étonnera pas, un étage encore supplémentaire, qui est la fiscalité écologique, qui permettrait de mettre la France sur les rails des emplois d'avenir, que nous pensons être vraiment les emplois qui se développeront à l'avenir dans les filières écologiques, avec la transition énergétique notamment. Merci François de Rugy, à vous Thomas. Merci beaucoup Fernand et merci à vous d'avoir été les invités de la suite de questions d'actu. On se retrouve demain dès 14h. Nos deux invités, Sergio Coronado pour les écologistes et Maurice Leroy pour le groupe centriste de l'UDI. Très belle soirée sur LCP dès 20h30. L'info avec Brigitte Boucher, 20h50. Le débat de Ça vous regarde avec Arnaud Ardouin. Très bel après-midi sur la chaîne parlementaire.